tous et bienvenue dans ce deuxième update lecture. Aujourd'hui, je vais vous présenter 4 nouveaux romans. Donc tout d'abord, nous aurons Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven, le deuxième tome de Sword Art Online de Reiki Kawahara, Et j'ai suivi le vent de Anne-France d'Hauteville, et enfin We Were Liars de E. Lockhart. On commence tout de suite avec Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven, publié aux éditions Gallimard. J'ai voulu tenter ce livre parce que j'en ai énormément entendu parler sur Booktube et aussi parce que le film est sorti sur Netflix il n'y a pas très longtemps. Donc je vais vous donner mon avis. Au niveau de l'histoire, on va suivre Violette et Finch qui vont se rencontrer en haut du clocher de leur lycée où Violette, qui a perdu sa sœur 9 mois plus tard dans un accident de voiture, souhaite mettre fin à ses jours. Dès le début du roman, Finch l'empêche de commettre l'irréparable et la convainc de descendre. Débute alors une folle aventure dans laquelle Finch va prendre le pari de redonner le goût à la vie à Violette au travers d'un road trip dans l'état de l'Indiana pour un projet scolaire. On va assister progressivement au lâcher-prise de Violette qui va réapprendre à sourire et à s'ouvrir aux autres. Les barrières se fissurent et les secrets se partagent. Les kilomètres effacent les mauvais souvenirs. Pourtant Finch, lui aussi de son côté, a des problèmes qui le rongent petit à petit. Les deux personnages vont-ils réussir à vaincre leurs démons ensemble ? Vous le saurez en lisant ce livre. Pour être très honnête, je n'ai pas autant apprécié ce livre que la plupart de la communauté et je crois savoir pourquoi. J'ai commencé par voir le film, je vous mets l'affiche juste là, et j'ai trouvé qu'il était franchement pas terrible. Les personnages n'étaient pas du tout assez creusés et les événements s'enchaînaient beaucoup trop vite pour moi. Je n'ai même pas eu le temps d'apprécier les personnages, alors encore moins de m'attacher à eux. J'ai donc quand même voulu tenter ce livre malgré mes mauvaises impressions sur le film et aussi le manque de surprise quant à la fin que je connaissais déjà, et c'est peut-être à cause de ça que je n'ai pas apprécié ce livre à sa juste valeur. Néanmoins, je garde quand même cette critique des personnages comme dans le film qui pour moi ne sont toujours pas assez creusés. Donc par exemple, le personnage de Finch pour moi aurait mérité beaucoup plus d'intérêt, surtout pour savoir ce qui se passe dans sa tête, quelles sont ses réflexions, pour mieux comprendre son état. Je me suis quand même plus attachée au personnage du livre que du film, même si c'était quand même pas trop ça. Et je suis complètement passée à côté de la fin qui, pour moi, n'a pas du tout eu l'émotion qui aurait dû être véhiculée. Si beaucoup de personnes ont lâché leurs petites larmes à la fin, ça n'a pas du tout été mon cas. Par contre, au niveau de l'écriture, c'est un très bon point. On a une écriture qui est fluide, qui est belle, on a de belles citations, surtout de la bouche de Finch. Et j'ai aussi beaucoup aimé les descriptions des paysages, des lieux qu'ils visitaient dans le cadre de leur projet scolaire. Et donc j'ai plus profité au final de ce côté un peu road trip, aventure, découverte, que du cœur du sujet en lui-même qui parle plutôt de sujets bien plus délicats. Donc du coup, soyez prudents si vous êtes sensible par rapport au sujet du suicide, des maladies mentales. Ne lisez pas ce livre parce que ça pourrait du coup ne pas avoir du tout l'effet escompté. Donc voilà, je reste très mitigée sur cette lecture qui pourtant a fait énormément de bruit sur internet. Donc je vous le recommande pour le côté aventure et road trip, mais pour tout ce qui était réflexion sur des sujets comme le suicide ou les maladies mentales, j'ai lu des livres bien meilleurs à ce sujet. On continue tout de suite avec le tome 2 de Sword Art Online Fairy Dance de Reiki Kawahara et Abeck, publié aux éditions Ophelb. C'est donc un livre de fantasy. Ce livre est donc le deuxième tome de la série SAO qui a été mondialement connue grâce au manga et à l'anime du même nom. Je suis d'ailleurs une énorme fan des premiers jours de l'anime que j'ai regardé déjà bien 5 ou 6 fois, donc cette histoire m'était très familière. Mais pour autant, j'adore me replonger dans cette histoire. Pour vous remettre dans le contexte du tome 1, l'histoire se passe en 2022 avec l'apparition d'un nouveau jeu VR MMO en immersion totale qui fait fureur au Japon. Le premier jour de mise en ligne, après que des centaines de milliers de joueurs se soient connectés, le maître du jeu apparaît pour leur annoncer qu'il est impossible de se connecter à moins de finir le jeu et de battre le boss final. Seul petit détail non négligeable, si un joueur perd la vie dans le jeu, son cerveau sera détruit par le casque de sa console et il mourra. C'est alors que commence une grande quête aux côtés de Kirito et Asuna pour retourner dans le monde réel. J'ai bien aimé ce deuxième tome, même si j'ai trouvé que le scénario restait quand même assez bâclé parce que l'idée de base est quand même géniale et pourtant les événements s'enchaînent très très vite. D'ailleurs, une série de mangas a été publiée bien après pour pouvoir revenir sur ces événements dont on n'avait pas assez parlé justement dans les premiers tomes.
J'imagine que c'est un problème de budget puisque l'idée de base était quand même géniale et ils auraient pu sortir 10 tomes, ils se seraient vendus sans problème. L'univers est très riche et il y a beaucoup de personnages, mais ce qui est dommage, c'est que justement, ces personnages, on ne les voit pas assez et du coup, ils ne sont pas très creusés. On va voir un personnage une fois et ne plus le recroiser du tout jusqu'à la fin du livre. Je pense notamment aux personnages de Silica, Klein ou Liz dans le tome 1 qui auraient vraiment pu être beaucoup mieux développés que ça. Et c'est bien dommage. Pour ce qui est du tome 2, on change radicalement d'univers, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais toujours ce même problème, c'est qu'il n'a pas été assez exploité. On nous présente un univers très riche, avec plein de nouveautés, mais dont au final on ne connaît pas grand-chose à la fin de ce roman. L'histoire se concentre sur une toute petite partie de cet univers, et c'est dommage qu'on n'en apprenne pas plus sur les autres parties de ce monde. Mais on apprécie quand même beaucoup ce nouvel univers, beaucoup plus gai et féerique que le tome 1, même si pour moi, la forteresse d'Encrad reste quand même de loin mon préféré. J'ai été très heureuse de retrouver mes personnages favoris du tome 1, et aussi d'avoir pu découvrir de nouveaux personnages, comme par exemple Lifa ou d'autres personnages d'autres guildes. J'ai été quand même vraiment déçue que le personnage d'Asuna, qui est mon personnage préféré, soit quand même vraiment délaissé dans ce tome-là. Elle qui avait un rôle très important dans le tome 1 se retrouve ici avec un rôle très secondaire, voire presque de figurante. Pour moi, le gros point négatif de ce roman revient à l'écriture et les choix de traduction. Je sais que comme la version originale est en japonais, les tournures de phrases et les mots choisis ne seront forcément pas les mêmes qu'en version française, mais c'est là que normalement le traducteur doit faire son travail pour adapter au mieux une version japonaise à des occidentaux. Et là, ça n'a pas du tout bien fonctionné. Donc là, par exemple, on a un niveau de langue qui est beaucoup plus élevé que ce qu'on a dans les livres de fantasy occidentaux. Donc on va avoir des tournures de phrases assez soutenues, des vouvoiements, beaucoup de respect entre les personnages, mais c'est un respect qui est ancré dans la culture japonaise, mais qui pour nous nous paraît assez déplacé, qui fait une grande distance entre les personnages et qui apporte presque de la gêne à certaines scènes qui sont totalement naturelles pour nous. On a aussi une grande prise de distance entre le personnage principal et le narrateur, mais surtout des répétitions à gogo d'événements et de faits que l'on connaît déjà depuis le tome 1. Par exemple, on est en pleine scène d'action, le personnage principal est en plein combat, et là, il capte un détail qui lui rappelle quelque chose d'évident, même pour le lecteur, mais l'auteur va se sentir obligé de nous rajouter un paragraphe énorme d'explications qui sont déjà présentes dans le roman avant. Et c'est vraiment dommage, parce que ça rajoute de la lourdeur au roman, et ça nous coupe complètement de l'action qui est en train de se dérouler. Mais bon, cette série reste quand même chère à mon cœur parce que j'adore l'idée de départ et je sais que je continuerai à la lire malgré tous ses petits défauts. Je vous recommande du coup ce roman, mais également et surtout les mangas et l'anime qui pour moi sont quand même un petit peu plus aboutis. Ensuite on continue avec Et j'ai suivi le vent de Anne-France d'Hauteville aux éditions Petite Bibliothèque Payot dans la collection Voyageurs. On pourrait le classer comme une autobiographie et un récit de voyage. Je me suis procuré ce livre parce que je savais que je pourrais rencontrer l'autrice lors du salon Lire en Poche de 2019 et c'est ce que j'ai fait. Il s'agit de la célèbre Anne-France d'Hauteville, une femme qui a créé sa propre légende dans les premières fois féminines. La première femme à avoir réussi à boucler un tour du monde en moto dans les années 70. Et ce livre est le récit de ses aventures. En 1972, Anne-France d'Hauteville participe à un raid moto jusqu'en Iran, uniquement entourée d'hommes. Elle continue avec les plus téméraires d'entre eux pour aller jusqu'en Afghanistan et au Pakistan, mais la rumeur circule qu'elle aurait fait la plupart de son trajet en camion. Furieuse, elle déclare à Moto-Revue qu'elle se lance dans un nouveau défi, repartir seule cette fois pour réussir un tour du monde digne de ce nom. J'ai beaucoup aimé ce livre qui m'a littéralement embarquée dans un voyage extraordinaire à travers le monde. Les kilomètres s'enchaînent et les frontières se succèdent. On détaille les paysages en passant des montagnes aux forêts, des déserts aux grandes villes. Et j'ai beaucoup aimé la manière dont tout ça a été décrit, avec une infinie justesse et une simplicité qui ne rendaient que plus belle et plus réelle la nature qu'on nous présentait. Pareil pour les personnages qui ont été décrits de manière très humaine. On arrive très facilement à se les représenter et encore plus à les apprécier. On n'a qu'une envie lorsqu'on les quitte, c'est de les remercier pour le temps qu'on a passé avec eux. Comme si, nous aussi, nous avions passé du temps à discuter en pleine nuit sur nos sacs de couchage avant de reprendre la route. Grâce à ce livre, on en apprend également beaucoup sur la culture des différents pays où Anne-France est passée,
que ça soit la religion, la politique ou encore l'éducation. Et certaines anecdotes, je dois l'avouer, sont assez difficiles à imaginer dans notre société actuelle. L'engagement féministe est aussi clairement ancré dans le récit avec des sujets comme l'émancipation de la femme et de son corps, le harcèlement sexuel ou encore sa place dans la société. L'écriture est assez dense avec ses nombreuses descriptions, mais c'est un livre qu'on prend plaisir à déguster, vraiment pour prendre le temps de s'imprégner dans chaque pays que l'on visite. Près de 50 ans plus tard, Madame d'Hauteville ne mâche toujours pas ses mots et porte sur elle les exploits qu'elle a accomplis. Elle est désormais un modèle de force et de persévérance pour moi, qui a prouvé que malgré tout ce que les autres peuvent dire, vous pouvez le faire. Alors comme le dit Anne-France sur ce petit mot, sautons sur sa kawa et on y va. Et enfin, on termine cette update lecture avec We Were Liars de E. Lockhart, qui est publié aux éditions Delacourt Press en VO, mais aux éditions Gallimard Jeunesse en France. J'avais ce roman dans ma palle depuis un bon moment maintenant, grâce à tous les avis positifs que j'ai entendus dessus, mais qui m'intimidaient beaucoup à cause de tout le mystère qui planait autour de lui. Il est particulièrement connu pour sa fin que personne n'arrive à anticiper. Je me suis donc plongée dedans sans rien, mais alors rien savoir à son sujet. Je vais donc vous résumer le contexte le plus brièvement possible pour que vous puissiez démêler toute cette histoire au fur et à mesure de votre lecture. On suit ici une grande famille aisée qui se retrouve tous les étés sur l'île de leur grand-père pour passer l'été ensemble. Dit comme ça a l'air d'être une banale histoire de famille sans grand intérêt, mais détrompez-vous. Les mensonges sont partout sur cette île et ils pourraient bien tout détruire sur leur passage. Et c'est tout ce que je peux vous dire. Et oui, ça fait court. C'est donc assez difficile pour moi de vous donner mon avis sans vous spoiler, mais sachez que ce livre m'a mis une énorme claque. Pendant les 3/4 du roman, je ne voyais pas du tout où l'autrice voulait en venir et pourquoi le rythme était si lent. Mais après l'avoir terminé, tout s'explique et tous les événements sont le fruit d'autres. Et maintenant pour vous dire, je n'ai qu'une seule envie, c'est de pouvoir le relire pour pouvoir trouver tous les petits indices qui auraient pu me mettre sur la voie. Autant vous dire qu'on n'en ressort pas indemne. Ce livre nous ramène dans un flou et nous ramène totalement en arrière pour pouvoir comprendre pourquoi, comment a-t-il pu se passer une chose pareille ? Et comment me suis-je laissée berner sans rien voir ? Et c'est là tout le talent de l'écrivaine. Elle nous fait croire à une réalité qui n'existe pas, tout en nous laissant des pistes pour comprendre la vérité. Et malgré le dénouement, elle nous laisse le choix sur l'interprétation et la cause des événements. C'est-à-dire que même en sachant ce qui s'est passé, on ne sait toujours pas quelle est la vraie vérité. Bref, malgré une écriture et un sujet qui nous paraissent très légers à première vue, ce roman nous ramène brusquement à la réalité dans un univers uniquement fait de mensonges. Ce roman va littéralement vous retourner le cerveau. Et j'attends avec grande impatience vos retours sur ce roman et surtout sur la fin. Et petit aparté, l'anglais de la version VO de ce roman est très accessible, donc vous pouvez y aller même si vous êtes débutant. C'est tout pour les petites chroniques d'aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça me ferait très plaisir. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu et aimé ou pas un de ces livres. En attendant, j'espère vous revoir très vite sur cette chaîne. Lisez des tonnes de livres et à bientôt!